Bonjour ma chère Angie, Bonjour comment se Thierry. passe ta pause café? Très bien, parfait. Angie, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que tu as un champ de compétences qui est indispensable aujourd'hui, à mon sens, qui nous permettra, j'en suis sûr, de mettre un peu plus la lumière sur quelque chose, à mon sens, de tabou, mais c'est que mes perceptions, j'en enlève mes lunettes. Ça me donne un côté intello, mais là, j'en ai plus besoin parce qu'on voit que je suis très intellectuel. Alors, je te laisse te présenter. J'aimerais te poser des questions qui m'intéressent grandement. Ok. Bon, alors moi je m'appelle Angie Buono, j'habite en Lorraine, à Metz, et je suis psychologue du travail et formatrice en méthode ESPER, qui est une pédagogie de la communication pour apprendre à mieux communiquer avec les autres et avec soi. Donc mon expertise, c'est bien sûr le métier, le travail, tout ce qui préserve la santé mentale au travail. La relation à l'autre et à soi, parce qu'en fait, elle est indispensable pour se construire, se développer et se nourrir. Et puis les émotions, parce que je trouve que c'est un symptôme très intéressant. C'est très vulgarisé et en même temps, j'ai très vite rencontré beaucoup de personnes qui sont envahies par leurs émotions et qui ne savent pas quoi en faire. Ça amène beaucoup de symptômes et physiques et psychiques. Et c'est une belle porte d'entrée pour l'évolution. Donc concrètement, je fais des suivis individuels, des ateliers et des formations et j'accompagne des organisations, des collectifs de travail notamment. Et comment t'es venu à ça, toi? Alors, je vais faire un tout petit détour très rapide par rapport à mon parcours de vie parce que ça, c'est ce qui m'a construit. En fait, moi, j'ai mis très longtemps à me sentir bien avec les autres, au point de m'être construit la croyance que j'étais pas normale, que j'étais différente des autres personnes. Donc, forcément, quand tu as cette croyance-là, en fait, tu mets en place des schémas qui vont t'exclure des autres. Tu vois, c'est un peu le cercle vicieux. Donc, j'avais cette croyance-là. Quand j'ai commencé très tôt à travailler, et c'est dans le travail que on m'a dit que j'étais intelligente, que j'avais plein de compétences, notamment humaines, relationnelles, que j'avais des capacités. Et là, c'était une vraie découverte. C'est pas du tout ce que j'avais entendu ni dans le milieu familial, ni dans ma scolarité. Le travail, ça a participé à ma construction, à mon identité. C'est par le travail que j'ai commencé à aller bien. Alors, sauf que dans tous les 2 3 ans, je changeais de travail parce que très vite, je m'ennuyais. Je voyais tout ce qui n'allait pas, qu'il fallait améliorer et qui n'était pas fait dans les organisations. Et donc, moi, ça me créait l'impression de subir, de pas faire de la qualité. Et ce truc d'inertie et d'impuissance, c'était insupportable pour moi. Donc, ça me renvoie bien sûr à des trucs que j'ai vécu enfant. Mais bon, moi, l'impuissance, voir toutes les choses qu'il y a à faire et qu'on ne fait pas, si ça n'a pas de sens, si voilà, je n'arrive pas à travailler en fait. Donc je changeais très vite de travail jusqu'à ce que j'ai fait un bilan de compétences en 2016 avec un psychologue du travail qui m'a demandé de raconter une situation que j'aimais au travail. Et là, j'ai expliqué que ce que j'adorais faire, c'était me saisir. À l'époque, j'étais cadre de la fonction publique territoriale, c'était de me saisir d'une problématique euh, amenée par les agents ou que moi j'identifiais et que ensemble, on travaille collectivement à résoudre ce problème. Et donc, il m'a dit, c'est comme si vous aimiez être psychologue du travail, quoi. Donc, en fait, c'est venu comme ça. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il m'avait demandé de regarder dans ce qui était extra-professionnel, ce qui m'animait. Et c'est vrai que je lisais Jacques Salomé depuis que j'avais 19 ans, et qui est un psychosociologue qui a mis en place une pédagogie de la communication, et que j'utilisais au quotidien. Et en fait, cet été-là, où j'ai fait ce bilan, j'ai été faire un stage d'une semaine avec une formatrice qui a été formée par Jacques Salomé, et pendant une semaine, et là, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec des personnes, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens comme moi qui existent, il y a plein de gens anormaux comme moi qui existent, et je me suis sentie bien, et je me suis sentie à ma place, et je me suis dit, maintenant, je vais arrêter d'essayer de m'adapter aux autres, je vais créer un monde où je vais faire entrer des personnes avec lesquelles je suis bien.
Et donc là, j'ai signé pour 2 ans cette formation de 380 heures, 80 heures de pratique sur 2 ans à l'autre bout de la France. Je ne savais pas comment y aller ni comment payer, mais c'était tellement évident que j'ai fait ça. Donc de 2016 à 2018, j'ai commencé à faire ça, des suivis individuels, des ateliers. Et dès 2018, j'ai démarré la formation psychologue du travail. Voilà, parce que pour plusieurs raisons, parce que j'avais besoin d'être outillée. Et c'est vrai que la psychologie nous apporte quand même des choses très solides. J'avais aussi besoin de cette reconnaissance par mes pairs. Et puis c'était aussi une époque où on parlait beaucoup de charlatanisme, etc. Et moi j'avais besoin d'avoir ce diplôme. Et puis et ben, le travail. Moi je suis passionnée par le métier, comment les gens font leur métier, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent ou pas à faire leur métier, et qu'est-ce qui fait qu'ils sont malades, qu'ils tombent malades à cause du travail. Tout à l'heure, tu as dit, tu as souligné l'impuissance au travail. Ouais, Euh, J'aimerais m'arrêter un peu sur ce mot-là, cette impuissance, parce qu'on parle souvent d'impuissance apprise, tout ça. Comment tu expliques qu'il y a énormément dans le monde du travail, alors moi, la fonction publique, je connais, et j'ai travaillé aussi dans le privé, il y a énormément de lourdeur, et moi, mes perceptions du monde du travail, c'est qu'on ne libère pas le potentiel de chacun. Mais cette perception-là, quand je la confronte au réel, le réel me donne souvent raison. Comment toi, tu expliques qu'on ne fait pas confiance aux individus, à ce qu'ils appelaient la force vive dans les années 80, tu sais, parce que moi, je suis un ouais. vieux. Ouais, tu dois être à peu près aussi vieux que moi. Euh, Il y a deux choses. Il y a la logique de l'organisation. L'organisation, il faut bien qu'elle fonctionne. Donc, elle a son propre raisonnement. La maîtrise des coûts, des process, des organigrammes, etc. Et c'est hyper important parce que ça protège les personnes. C'est pas tout acheter à la poubelle, hein. Quand on n'a pas du tout de cadre, on va pas bien non plus. Euh, donc, il y a cette logique-là. Et puis, il y a la logique du métier. Nous, dans notre jargon, on dit le rapport du sujet à son activité. Comment je fais mon travail? Comment je fais du bon travail? Et ces deux logiques, elles ne correspondent pas tout le temps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la logique organisationnelle, elle prend toute la place. C'est-à-dire qu'on est passé, il y a plein de chercheurs qui ont, c'est très documenté ça, on est passé de la logique où l'organisation a cherché à mettre en place un projet de société, des produits de qualité, un service à l'usager, etc., à on maîtrise les coûts ou on fait de l'argent. Alors que l'organisation, elle était là pour mettre en œuvre un projet de société par les individus qui la composent. Maintenant, les êtres humains, ce sont des ressources humaines. Je ne sais pas si on analyse 2 secondes le mot ressources humaines. Je travaille avec pas mal de cas, notamment les ingénieurs. Les ingénieurs, ils cherchent des ressources pour faire leurs projets. Mais des ressources, c'est des êtres humains, en fait. Et je trouve ça hyper violent, mais c'est entré dans le langage commun. Et donc, ça s'est inversé. Donc, il s'agit d'imposer une logique à des professionnels qui, eux, comme moi, il y a 15 ans, je me disais, mais en fait, travailler comme ça, c'est on marche sur la tête. Mais on doit quand même le faire parce que c'est la procédure. La semaine dernière, j'étais à un séminaire de cadre d'une grande association qui s'occupe du handicap et de l'aide sociale à l'enfance, etc. Ils racontent qu'ils ont des procédures écrites sur 20 pages. Et ils disent, voilà, une procédure, c'est 20 pages et ça nous sert à caler les meubles. Donc la procédure qui est censée faciliter notre travail, nous faire gagner du temps, elle embolise les organisations. Et après, bah, les gens, c'est la deuxième partie, c'est que, et ça j'aurais tellement aimé le savoir dans le monde du travail, et c'est ce qui m'anime en tant que psychologue du travail, c'est quand une personne, elle s'oppose, elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Beaucoup d'autres personnes ont des stratégies de défense, c'est-à-dire elles mettent en place des stratégies pour continuer à travailler quand même. Et comment elles font ça? Eh ben, elles sont dans le déni. Elles disent, moi, maintenant, j'arrête de donner mon avis parce qu'on ne m'écoute pas. Donc maintenant, moi, j'applique la procédure, je fais mes heures et je rentre chez moi. Et les personnes comme moi qui viennent et qui contestent ou qui veulent parler du travail, pas pour embêter les autres, pour faire du bon travail, et on va leur dire, mais attends, à cause de toi, moi on m'a dit arrête de foutre le bordel en réunion, à cause de toi on quitte 1 heure plus tard,
ou ça fait des conflits et ça sert à rien. Et donc, la personne qui veut faire du bon travail, à un moment donné, elle peut avoir l'impression d'être dans la quatrième dimension, c'est-à-dire que les autres, ils font semblant de pas entendre, ou ils essayent de faire pression pour que ça se taise, pour qu'ils se taisent, et même les managers font ça, parce que eux, ils ont leurs objectifs. Et que oui, d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais maintenant, tu vas aller travailler. Parce que Donc les finalement, objectifs. c'est plutôt les humains qui calent les meubles, en fait. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il vit au travail. Une personne qui s'éteint au travail, par exemple. Par Mm. exemple, là, tu le vois, toi, dans ton activité, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle le burn-out. C'est quoi, toi, en une phrase, si possible, ta définition du burn-out? Corrélée à ton expérience, hein, évidemment. Bah, le burn-out, c'est un effondrement psychique. C'est une grave dépression qui s'installe progressivement et euh, dont le sujet ne prend pas en compte les signes avant-coureurs. En fait, la personne qui est sujette au burn-out, elle est dans le déni de tous ses symptômes, elle s'anesthésie jusqu'à décompenser. Et donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, si vous voyez quelqu'un on a un rôle collectif de prévention. Si vous voyez quelqu'un qui change ses émotions, qui est très extraverti, du coup, qui ne s'exprime plus, ou l'inverse, qui a des comportements qui sont pas habituels, qui devient agressif, etc., etc., ou qui physiquement, ça se voit, la personne, elle a plus bonne mine, elle perd ses cheveux, soit elle maigrit, soit elle grossit, et donc ça, c'est important de lui renvoyer ça pour qu'elle s'en rende compte. Parce que derrière le burn-out, ce dont on ne parle pas souvent, c'est l'hyperactivité mentale. Il y a une addiction derrière ça. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille beaucoup, j'ai un seuil où je vais me sentir fatiguée et je vais dire, oh là là, j'ai besoin de vacances, ça va pas, etc. Et à un moment donné, le stress chronique va nous faire sécréter beaucoup d'adrénaline, beaucoup de cortisol. L'adrénaline, ça nous booste et ces hormones-là aussi nous anesthésient. Donc, on va augmenter le seuil d'activité mentale. C'est-à-dire que la normalité, elle va devenir là. Ah Ça va non. être connecté tout le temps, bosser le week-end, etc. Je précise que ça, c'est valorisé par la société. Les personnes comme ça ont plus de reconnaissance dans leur travail, hein, on est d'accord. On est Donc, c'est d'accord. encouragé collectivement. Et une fois que la personne, elle est là, c'est comme quelqu'un qui est drogué. C'est-à-dire que quand elle veut arrêter sa drogue, elle n'y arrive pas. Elle souffre. Mais la personne qui est en hyperactivité mentale, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle pourrait des fois ne pas travailler autant, mais elle n'y arrive plus. Et donc ça, c'est apprendre à notre cerveau à être sevré de ça. C'est le gros travail par rapport au burn-out. Et si la personne, elle n'y arrive pas, eh ben, à un moment donné, elle va épuiser le corps. Le corps humain, l'être humain va toujours essayer de préserver le cerveau. Donc, on va déjà épuiser les ressources physiques. Et après, c'est le psychique. C'est pour ça que c'est très grave, parce que quand on en arrive là au cerveau, c'est qu'il s'est déjà passé quand même beaucoup de choses. Je sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, bien question. sûr. Donc toi, tu interviens aussi quand la personne, elle est en dépossession du coup de ses capacités, parce qu'à un moment donné, moi je l'ai vécu aussi, donc Mhm. je vois tout à fait ce que tu dis. J'aimerais ouvrir une parenthèse, ma chère Angie, sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je retiens tout ce que tu me dis. Tu as dit par rapport à la formation de Jacques Salomé, tu savais pas comment tu allais trouver l'argent, parce que moi je suis dans le monde de l'accompagnement, et moi je le vois beaucoup chez les personnes qui disent, moi je peux pas me permettre cet accompagnement-là, je sais pas comment trouver l'argent, je sais pas où trouver l'argent pour pouvoir m'offrir cet accompagnement, cette formation qui est susceptible de changer le cours de ma vie. Comment toi t'as fait? Je sais pas comment expliquer. C'était comme si je cherchais mes lunettes qui étaient sur mon nez. En fait, ça faisait tellement partie de moi, c'était tellement évident. Bah, je me suis mis dans un tunnel. Je vais aller là. Et comment je vais faire, je verrai après. Mais ça renvoie, au-delà de mon histoire personnelle, ça renvoie aussi à la valeur que je me donne et comment et le prendre soin de moi. C'est-à-dire que
Si dès le départ, je dis j'ai pas d'argent, je vais d'abord prioriser les études de mes enfants ou les vacances ou je sais pas quoi. Euh, je dis pas qu'il faut pas financer les études de ses enfants, c'est pas ce que je dis. Mais quel regard j'ai sur moi et comment je prends soin de moi et comment je me donne les moyens pour prendre soin de moi. C'est-à-dire que pour arriver à ça, à choisir une formation ou se payer un accompagnement, etc., il y a déjà ce travail, c'est déjà une mise au travail de se dire, de prendre conscience que là, il y a des choses qui vont pas, que j'ai besoin d'y travailler, que c'est le moment et que je suis prête ou prêt à me donner les moyens, à mettre de l'énergie là-dedans. Si tu as, dans ce processus-là de trouver les moyens, est-ce que tu peux, toi, donner un conseil par rapport à une personne là, si tu avais une personne qui te demande, bah ouais, mais moi là, j'ai trop envie de suivre ton accompagnement, mais là, financièrement, je suis bloqué. Toi, tu lui dirais à cette personne. Alors déjà, je n'arrive plus à me rappeler qui m'a dit ça, mais ça me sert beaucoup ces dernières années. Il y a une personne qui m'a dit, on a à peu près tous le même QI. Et je me suis dit, bah, si on a à peu près tous le même QI, ça veut dire que on peut élaborer tous de la même manière. Ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui nous fasse miroir pour s'entendre, et puis euh, d'être accompagné pour des prises de conscience, des concepts, des outils, et après, la personne, elle élabore toute seule. Et donc, c'est pour ça que avant d'accompagner une personne, je fais un entretien avec elle et pour vraiment identifier là où elle en est. Est-ce que c'est souffrant pour elle? C'est quoi son vrai besoin? Et là, si je peux avoir une minute pour en parler, c'est un message encore. Ce que vous allez avoir auprès de vos proches, vos amis, c'est des conseils. Et c'est très bien. Moi, des fois, j'en ai marre, je vais boire un coup avec mes copines, je vais dire c'est trop dur la vie, ils vont me dire oui, c'est vrai, je vais dire c'est la faute du travail, c'est la faute de mon mari, ils vont me dire oui, c'est vrai, et ça fait du bien, ça baisse l'émotionnel. Et après, ces personnes, elles vont vous donner des conseils, c'est-à-dire lâche prise. Ah, super, j'avais jamais pensé. Qu'est-ce que j'avais mis là, par exemple? Oui, il faudrait que tu maîtrises tes émotions. Ah, Top. abstraction totale. Et donc ça, c'est bien, mais ça sert à rien. Ça sert à rien pour le travail sur soi. Et donc, l'entretien avec un professionnel, au-delà de ça, mais c'est précieux. Voilà. Par exemple, la personne, en ce moment, il y a beaucoup ça. J'ai pas confiance en moi. Ok, je le dis tout ça sur le ton de la plaisanterie, mais ça, c'est très précieux. C'est ok, t'as pas confiance en toi. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand et comment, et avec ça, on va un peu plus loin pour trouver derrière qu'est-ce qui se joue. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et une fois que la personne, elle a pris conscience de ça, et ben, c'est à elle de se dire, déjà de valider, de dire, OK, ben ouais, c'est vraiment ça. C'est elle qui le dit, elle en prend conscience, et qu'est-ce qu'elle veut en faire? Des fois, il y a des personnes, elles veulent rien en faire, ou c'est pas le moment. Mais si vraiment ça fait sens pour elle, elle va faire son chemin et elle va prioriser son argent, et elle va mettre en place des choses, quoi. Donc, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, mettre de l'énergie sur ça. D'accord. Et puis c'est la base de la méthode ESPER, c'est se responsabiliser et s'autonomiser par rapport à ses propres besoins. Voilà, si j'ai un besoin de me réaliser, mais que je reste dans mon canapé toute la journée, est-ce que ça va fonctionner? Mais des fois, j'ai besoin de rester dans mon canapé parce que j'ai des besoins d'avoir un espace à penser, de prendre du recul. C'est juste ne pas être dans le déni et être en accord, avec les choix qu'on fait. Est-ce que tu observes, toi, depuis quelques années, que des personnes quittent le salariat pour créer leur entreprise? Est-ce que toi, tu le vois? Et la Hmm. deuxième question, comment tu l'expliques, si tant est que tu le vois? Oui, alors déjà, j'ai travaillé pendant un an pour un coach, dont je tairai le nom, millionnaire, qui accompagne les coachs, les thérapeutes, etc., au développement de leur entreprise. J'ai aussi suivi ce genre de formation. Donc oui, la plupart de ces personnes, euh, alors qu'elles soient coach ou pas, hein, parce que je fais aussi du bilan de compétences, donc je peux donner l'exemple d'une infirmière qui est devenue menuisière. Et donc tous ces professionnels, ils disent la même chose. Et c'est ce que disent les psychos du travail. Pour être bien au travail, il faut se sentir utile.
se sentir utile et voir le résultat de son travail. Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de reconnaissance professionnelle dans la fonction publique territoriale. Je remplissais les objectifs qu'on m'a signés en quantité, etc. Mais moi, j'avais l'impression de brasser de l'air. C'est-à-dire que on peut travailler 12 heures, faire des tâches à fond, mais à la fin de la journée, avoir eu l'impression que ce qu'on avait fait, ça nourrissait pas, ça servait à rien. On fait du reporting, on remplit des tableaux, on fait des réunions, mais qu'est-ce que j'ai apporté au monde? Et les personnes ont besoin de voir ça. Et j'ai aussi des personnes qui sont en grande détresse. Par exemple, je reprends l'exemple de cette aide soignante. J'ai trouvé ça tellement merveilleux, cette aide soignante, sa vocation était d'accompagner les personnes âgées. C'est quand même pas tout le monde qui a cette vocation et qui pleurait de devoir changer de métier tellement ce qu'elle voyait était maltraitant. Triste et dans une grande détresse de devoir quitter son métier vocation, qui était d'accompagner les personnes âgées, parce que l'organisation du travail est trop maltraitante et qu'elle ne peut pas voir ça, elle ne peut pas collaborer à ça. Donc elle change de métier pour ça, alors que son métier, elle l'aimait. Et donc il y a aussi beaucoup de personnes qui, qui renoncent à leur métier à cause de l'organisation du travail. Oui, Et donc, cette organisation du travail amène aussi beaucoup de conflits entre les personnes. Si c'est un autre message clé, la plupart des conflits que vous avez, que ce soit dans le perso ou pro, ça vient de l'environnement souvent dans lequel vous êtes, et puis aussi du fait qu'on ne nous a pas appris à communiquer. Et moi, c'est ça la méthode Esper, là, les ateliers que je fais, les formations, c'est pour apprendre à communiquer et à s'entendre et à entendre l'autre. Ça, c'est une base. La relation à l'autre, c'est la base. lorsque tu es bien chez toi, en fait, dans ta sphère privée, est-ce qu'il y a de grandes chances que tu sois bien au travail ou toi, tu penses que c'est décorrélé? Les deux sphères pro et perso, elles sont décorrélées. Ouais, alors ça c'est très intéressant comme question parce que effectivement si j'ai fait ces deux formations, c'est parce que pour moi la vie pro et perso, il n'y a pas de frontières, ça n'existe pas. C'est des histoires qu'on se raconte, hein, on vous dit de pas avoir des émotions dans les organisations, mais ça ne fonctionne pas puisqu'on est des êtres d'émotions et que de toute façon si on n'a pas d'émotions, on travaille mal. Je pourrais le développer, mais je le fais pas. Et puis dire qu'on ramène pas le travail à la maison, c'est pas vrai non plus. Et quand on le fait plus et qu'on met des barrières étanches comme ça, c'est peut-être qu'on va pas trop bien non plus. Donc les deux sont très liés. C'était quoi ta question? C'était justement, est-ce que c'est, donc toi, pour toi, c'est pas décorrélé, en fait. C'est complètement, la sphère pro et perso, elle est complètement hybridée, en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, on met pas, même si on met un masque, on le sait tous, parfois on met un Mm. masque au travail, mais ce masque, au bout d'un moment, il tombe, quoi, parce que ça demande énormément d'énergie de le garder. Enfin, Oui, c'est c'est une ça. Alors caricature, mais effectivement, je vois, il y a effectivement des personnes qui sont complètement différentes dans le perso et le pro, parce qu'elles ont, bon, des fois il y a des métiers aussi qui demandent une certaine posture professionnelle. Le policier, le pompier, enfin bon, bref, il y a plein de métiers comme ça qui demandent une certaine posture professionnelle. Mais il y a des personnes aussi qui se protègent comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que plus les personnes sont authentiques, s'assument, ont travaillé sur elles, moins elles sont différentes dans le perso et le pro. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les personnes qui arrivent à faire ça, c'est des personnes qui sont en très bonne santé mentale, qui sont plus résilientes, qui arrivent mieux à faire face aux événements qu'elles traversent. je finirai sur cette question-là pour les entrepreneurs, par exemple. Donc là, on est sur les réseaux sociaux. Je connais beaucoup d'entrepreneurs des entrepreneurs qui sont sur le digital. Mm, Moi, dans ma communication, je parle beaucoup d'authenticité. mm. Est-ce qu'un entrepreneur, donc là, on parle plus de salariat, on parle d'entreprise dans le monde digital, un entrepreneur elle, est authentique, hein, qui est authentique, je vais y arriver. Est-ce qu'il a plus de chances de réussir pour toi? Et c'est difficile cette question parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas authentiques et qui font beaucoup d'argent. Ça, genre ça, tu vois, on avec le début. Le but, c'est de faire fonctionner la boutique et de faire de l'argent ou de faire du bon travail. Tu vois? On revient à la même chose. Donc, je peux pas dire, on connaît tu connais des personnes qui font plein d'argent et qui, pour toi, ne font pas du bon travail. On va pas se leurrer. Mais tu sais que enfin, pour les personnes qui me suivent, j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup et là, il n'est pas, comme tu dis, hein, c'est pas le but de donner des noms malheureusement, je trouve qu'il y en a beaucoup et c'est l'expérience qui parle.
parce que Ah, après, je suis mal tombé. Mais après oui. Mais par contre, des personnes qui ont suffisamment de sensibilité, d'authenticité, qui font un métier par rapport à des valeurs, etc., ça va être difficile pour elles de... Comment moi j'ai trouvé ma voie, voilà, plutôt. Après, ça peut être inspirant ou pas. C'est que si on reprend l'histoire de l'ikigai, tu sais, c'est ces quatre axes. Pour moi, d'abord, c'est de trouver ce qu'on aime faire. Parce que si on fait ce qu'on aime, on va plus facilement dégager de l'énergie et trouver du sens. Une fois qu'on a ça, on va développer des compétences parce qu'on va pouvoir y mettre de l'énergie. Et donc, on va faire du bon boulot. Si on aime ce qu'on fait et qu'on le fait bien, eh ben, on va pouvoir en face trouver une place dans la société. En quoi, moi, ce que je fais, ça répond à des besoins. Et une fois qu'il y a ça, je vais pouvoir en faire ma profession et gagner de l'argent. Et moi, je suis persuadée que c'est le bon chemin. En tout cas, c'est mon expérience et c'est comme ça que j'accompagne les personnes. Une fois que la personne, elle aime, elle est passionnée, elle va pouvoir, et qu'elle en prend conscience, elle va pouvoir l'expliquer ça. Elle va pouvoir voir aussi ce qui lui manque pour faire du bon travail, développer ses compétences. Et ça, elle pourra en parler, montrer qu'elle fait du bon boulot. Et elle va trouver une place dans la société, elle va être reconnue pour ça. Et à un moment donné, elle en gagnera sa vie. Pour tous les entrepreneurs, le conseil, c'est ne pas arrêter en cours. Parce que on revient, voilà, j'ai pas confiance en moi, etc. Et parce que c'est dur, ne pas être isolé. Moi, j'ai un groupe d'entrepreneuses femmes parce que c'est tellement dur de continuer. Même moi, des fois, je me pose la question. C'est ne pas arrêter d'écouter les conseils, sauf le vendredi soir pendant 1 heure, mais rester centré sur soi, s'écouter et mettre en place les actions pour y arriver petit à petit. Et s'entourer, ne pas rester seul avec ça. Et je suis sûre que comme ça, on peut gagner sa vie. Alors peut-être pas des millions, mais est-ce que tout le monde a envie de gagner des millions? je te remercie beaucoup, Angie. Je mettrai toutes les infos pour te contacter. En quelques mots, tu as en actu dans quelques jours là. Oui, là, je vais participer à un salon organisé par une ONG qui œuvre pour les femmes. Donc ça, c'est ma part de colibri. Pour, on sera que des femmes dans ce salon-là. Donc voilà, ça sera, il y aura une conférence sur vivre des relations heureuses, c'est possible. Et la deuxième grosse actualité, c'est que j'ai un programme qui démarre fin novembre de 9 stages sur 9 mois, donc sur Metz, pour apprendre cette méthode d'ESPER qui peut servir et pour le perso et pour le pro, qui est pour des personnes qui veulent être mieux en relation avec les autres et avec soi. Et ça peut être bien sûr des professionnels parce que je vois quand même beaucoup de professionnels d'accompagnement qui abîment les personnes parce qu'elles sont pas suffisamment formées. Donc ça, c'est un outil formidable pour ça. Et en présentiel, parce que le collectif, il est porteur. C'est un vrai parti pris, c'est un vrai challenge pour moi, mais le collectif, on en a besoin. Des lieux comme moi j'ai connus où on ne se sent pas jugé, où on trouve sa place, où on peut parler de soi, c'est quand même pas si développé de ça. Donc moi, voilà, ma pierre à l'édifice, c'est ça. C'est de proposer des lieux comme ça et d'amener des choses très concrètes à mettre en œuvre et où on peut développer ses compétences relationnelles et professionnelles. Super. J'espère ne pas avoir été trop longue. Non, je te remercie infiniment, Angie. De toute façon, je mettrai Avec plaisir, hein. toutes Merci de les m'avoir infos. donné la parole et de partager tout ça. Merci à toi. On pourrait rester encore des heures, mais malheureusement, les formats vidéo, on ne peut pas faire trop long parce que les gens ne regardent pas jusqu'au bout. C'est comme Ouais. ça. On s'adapte. À On très peut bientôt, faire, Angie. oui, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.